Donc bonjour. Donc on va aborder désormais donc la question de science et médecine, une autorité toute puissance, c'est-à-dire quelque part l'autorité de la science et du savoir. Alors on a pour cette table ronde donc Séverine Mathieu, donc de l'École pratique des hautes études, qui est donc sociologue, directrice d'études en sociologie des religions et de l'éthique, et qui donc est responsable de master sciences sociales des religions, ainsi que Dominique Guéraud, qui est donc chef de service en néphrologie, si je ne m'abuse. Voilà. Donc merci d'avoir pu nous rejoindre pour cette table ronde. Alors, ce que je voulais dire un petit peu en préambule, c'est que ce sujet est d'une actualité brûlante, à tel point qu'au niveau de l'État, dans le cadre de la loi de la programmation de la recherche, une certaine part de budget est désormais accordée en fait aux questions de relations entre la science et la société. Alors parce qu'en fait, pour faire simple, les politiques ne savent plus trop comment faire entre, je dirais, les scientifiques et la population. Donc il y a un service sciences et société au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et puis il y a toute une structuration en fait des entités de médiation qui se déploient dans les régions. Alors les centres de culture scientifique, mais on a aussi dans les universités des missions donc de culture scientifique et toutes sortes d'organismes qui interviennent à ce niveau-là. Voilà, donc une petite révolution qui est en marche au niveau médiation. Et puis, je voulais aussi accueillir en fait nos invités dans une région qui, si elle est connue pour sa gastronomie et son vin, est aussi, et ça je l'affirme, c'est aussi une des régions du monde qui a compté le plus grand nombre de grands scientifiques. Alors en lien avec le sujet donc abordé ici, on peut citer par exemple en Bourgogne-Franche-Comté évidemment la figure de Pasteur. Donc Pasteur, les vaccins, on aurait pu se dire que durant la période Covid, il n'y aurait pas eu trop de contestation de la vaccination, ce qui n'a pas toujours été le cas. La Bourgogne-Franche-Comté, c'est aussi la terre de Joseph Fourier. Joseph Fourier, c'est le mémoire sur les températures du globe terrestre et des espaces planétaires. Et donc là, on est en plein dans un sujet ultra d'actualité, donc qui est la question en fait de la température sur la Terre. Et ça n'a pas empêché, donc ici même, de rencontrer des climato-sceptiques. Voilà. Bon, je pourrais en lister pas mal, hein, mais voilà. Alors, on va commencer par vous demander de vous présenter et de nous dire en fait qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette question de l'autorité de la science et de la médecine, donc dans votre domaine. On va commencer peut-être par Madame Mathieu. Merci beaucoup Tadeusz, et merci aux organisateurs de ces entretiens. Voilà, je suis ravie d'être ici. Alors pour ce qui me concerne, donc je suis sociologue, et à quel moment je croise cette question de l'autorité? En fait, je l'ai croisée dans les dernières années à propos de deux terrains. Je travaille sur la procréation médicalement assistée, et donc sur l'accès à ces techniques de procréation dans des milieux hospitaliers où j'observe des consultations, puis je réalise des entretiens avec les personnes concernées. Je vais revenir là-dessus pour vous répondre. Et la deuxième fois, en fait, où j'ai finalement rencontré cette question de l'autorité, ça c'est plus au niveau scientifique. C'est dans une enquête que j'ai réalisée sur la religion à l'école, où j'ai observé des cours de sciences de la vie et de la terre à propos de la théorie de l'évolution. Voilà. Et où là, la question de l'autorité médicale et de la contestation de cette autorité de la science, en tous les cas, plus de la science que médicale, s'est avérée. Alors, sur les terrains de
la procréation médicalement assistée, comment ça se rencontre. Donc on a une loi, il y a d'abord des premières lois en 1994 qui vont ouvrir la procréation médicalement assistée aux seuls couples hétérosexuels, puis cette loi a été modifiée en 2021 pour l'ouvrir aux femmes seules et aux couples de femmes. Alors comment la question de l'autorité intervient? Eh bien dans les modalités finalement d'accès et dans cet espace de la consultation où on voit des médecins qui donc il y a une loi qui autorise et ces médecins reçoivent des patients qui souhaitent recourir à la PMA. Donc cette autorité médicale, je dirais qu'elle n'est pas ici remise en cause, elle n'est même pas discutée, puisque précisément il en faut passer par un médecin pour avoir accès à ces techniques. Et je dirais que la question de l'autorité, elle est discutée par exemple par le fait que ces personnes qui arrivent en consultation précisément en fait, soit reconnaissent l'autorité, puisqu'ils arrivent dans ce centre par le biais d'informations qu'ils ont recueillies essentiellement sur Internet, par interconnaissance, par des associations. Et cette circulation de l'information, elle fait vaciller, malgré tout, la question de l'autorité médicale. Mais c'est bien précisément, enfin, il y a une espèce de paradoxe, c'est bien précisément parce qu'ils leur reconnaissent une autorité qu'ils sont là pour essayer d'accéder à leur désir d'enfant. Voilà, lequel donc désir d'enfant est finalement borné par la loi et en retour aussi par cette autorité médicale. Peut-être là dans un premier temps et puis on parlera de la science peut-être après. Voilà, merci. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Donc moi je suis Dominique Grotte, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors pour moi, Auxerre, c'était pas tellement Pasteur et Fourier. Pour moi, c'est Giroud, quoi. Hein, donc bon, donc vous avez compris, je vais surtout vous faire un retour de terrain. Hein. Je suis probablement moins érudit que beaucoup de gens dans la salle. Donc moi, je suis néphrologue, je suis médecin pour les reins. Je travaille au CHU de Rouen, je suis professeur des universités, praticien hospitalier. Je suis chef de service de néphro à Rouen depuis 2015 et je dirige une unité de recherche INSERM, qui est le centre d'investigation clinique du CHU de Rouen. Et donc à la question de notre modérateur, en quoi est-ce que l'autorité résonne pour moi en tant que médecin, je dirais qu'on peut concevoir les choses de plusieurs façons. La première, c'est quand on est médecin, comment est-ce qu'on voit l'évolution et la vision actuelle de l'autorité de la médecine dans la société. Il y a plusieurs événements récents, vous avez fait allusion au Covid, qui je pense, questionne l'autorité de la médecine par rapport à la société dans les problématiques de santé publique. C'est l'un des aspects qui me paraissent importants et qu'on pourra aborder. Le deuxième, c'est dans ma pratique de tous les jours, dans la relation que j'ai avec les patients et que les médecins ont avec les patients, avec les personnes qui vont en consultation. Comment est-ce que cette autorité, elle a évolué. Finalement, est-ce que cette autorité est légitime? Qu'est-ce que c'est qu'une autorité dans ce contexte-là? Comment est-ce qu'on envisage l'évolution de la relation médecin-patient? Pour moi, c'est finalement la partie la plus importante de cette question de l'autorité médicale pour ma vie de tous les jours. Et puis la troisième, quand on m'a demandé d'intervenir là, c'est un peu bizarre, mais comme je suis chef de service depuis un moment, ça m'a questionné sur finalement quelle est la place du médecin dans l'écosystème de santé. Est-ce que cette autorité par rapport, tout à l'heure on a eu un directeur d'EHPAD, un ancien directeur d'EHPAD qui était là, par rapport à nos directions, par rapport à nos collègues, par rapport aux administrations, puis en tant que chercheur aussi finalement. Et donc ça questionne beaucoup sur la place qu'a aujourd'hui l'autorité médicale dans l'écosystème de santé et de vie en France. Donc beaucoup de résonance effectivement. Merci. Alors, je vais commencer, puisque Séverine s'est présentée d'abord. J'ai entendu que vous vouliez revenir vraiment sur la science, c'est-à-dire que je suppose quelque part, est-ce que le citoyen accorde un crédit total à la science, et comme je vois un petit peu votre spécialité, je ne peux m'empêcher de penser à des enquêtes que j'ai vues
auxquelles on a accès, donc nous au niveau universitaire, qui sont des enquêtes sur les croyances, surtout quand on travaille dans la culture scientifique, et on se rend compte qu'au final, peut-être on va dire que à peine la moitié des citoyens sont vraiment convaincus d'un certain nombre de vérités qui sont considérées comme scientifiques depuis plus d'un siècle. Alors, si vous me permettez, je voudrais faire un petit retour en arrière sur la question de la procréation médicale, parce que j'ai parlé de la question de l'autorité médicale, et il y a une autre, au sein de cette autorité médicale, il faut compter également beaucoup avec la psychologie. Voilà, parce que quand vous faites un parcours de PMA, vous avez recours à un don de sperme ou un don d'ovocyte, vous devez passer sous les fourches codines, en quelque sorte, d'un entretien psychologique. Voilà. Donc cette autorité médicale, je dirais, il faut y intégrer la question de l'autorité du psychologue, qui témoigne aussi de la façon dont la psychologie, maintenant, aujourd'hui, est très présente, que ça s'agisse dans le monde du travail, dans le monde de l'éducation, dans le monde médical. Voilà. Je voulais juste revenir là-dessus. Sur la question de la science, précisément, donc j'ai mené une enquête sur la religion à l'école, et en me focalisant sur la question de la théorie de l'évolution, puisque j'avais démarché auprès d'enseignants de sciences de la vie et de la Terre pour assister aux cours desquels ils présentaient cette théorie de l'évolution. Et il se trouve que, effectivement, certains élèves contestent cette théorie de l'évolution. Et donc comment ça se manifeste, très concrètement dans des classes, ça se manifeste déjà par un peu de chahut, par des boutades, un étudiant s'adressant à l'autre, ah bah oui, toi je savais que tu descendais du singe, voilà. C'est jamais extrêmement conflictuel, j'ai jamais vu d'élèves, je suis restée à peu près 6 mois dans des classes à raison d'1 à 2 fois par semaine, donc j'ai jamais vu des gros éclats, des gens claquant la porte, voilà. Mais des contestations pas silencieuses, donc verbalisées, ou bien mettant en avant le fait que ça ne correspondait pas effectivement à leur croyance. Donc tout le travail ici, il est à faire entre une distinction entre fait de croyance et fait de science. Donc il y a un véritable travail épistémologique qui est à faire par les enseignants, et je dirais que bon an mal an, ils y arrivent. Voilà, c'est-à-dire que si cette théorie est contestée, donc mettant à bas la question de l'autorité scientifique, ici, au nom de croyances religieuses, bien tout le travail consiste à dire, mais attention, ça c'est ce que tu crois, mais on a des faits qui sont avérés scientifiquement, et voilà, l'homme s'inscrit dans une généalogie qui part. Alors pour le dire vite, en fait, j'aurais un peu honte s'il y avait des biologistes parmi vous, parce que je sais que c'est pas exactement comment ça se passe, mais en gros, cette filiation qui fait qu'il y a une théorie de l'évolution qui nous amène à être ce que nous sommes aujourd'hui. Donc pas une contestation un peu bruyante, moqueuse, voilà, donc qui est du coup battue en brèche par ces enseignants dont on ne soulignera jamais assez le mérite. Je dois dire que moi je suis toujours impressionnée par le travail que font mes collègues du secondaire, qu'il s'agisse de cours d'histoire, de cours de SVT ou de littérature. Et après, là où effectivement, de toutes les façons, donc même si formellement on peut imaginer que cette distinction entre fait de croyance et fait de science, elle est opérée par les élèves, il n'en demeure pas moins, puisque après moi je fais des entretiens avec les personnes. Au cours d'entretien, les élèves peuvent vous dire, de toute façon, moi j'ai mon bac à passer, donc je fais comme le prof m'a dit, et le pas n'est pas nécessairement franchi. Voilà, donc en tous les cas, c'est aussi une façon dont j'ai pu voir la science contestée, de la même façon qu'on a vu aussi cette science contestée avec tous les mouvements anti-vax au moment du Covid. Mais ce qui est intéressant aussi, on y reviendra sans doute, mais sur cette question de l'autorité médicale et de la vaccination,
quand même, il a fallu aussi que ça soit porté par des figures médicales. Je veux dire, Didier Raoult, il est médecin au départ. Voilà. Donc, quand il a proposé son traitement, qui en fait s'avère ne pas fonctionner du tout, eh bien, justement, il s'est targué de sa profession médicale, de sa légitimité à produire ce discours. Et c'est aussi au nom de cette autorité qu'il a été entendu par certaines et certains. Donc, une remise en cause de l'autorité médicale, mais en même temps des figures d'autorité médicale qui peuvent s'imposer pour être contredites. Et maintenant, Didier Raoult est interdit d'exercice, mais il a aussi contribué il s'est aussi appuyé sur son autorité médicale pour produire ce discours. Voilà, je suis un peu en désordre tout ce que je dis, je suis désolée. Non, c'est très bien, merci. Alors du coup, je vais peut-être modifier un peu l'ordre des questions, puisqu'on évoque la figure de Didier Raoult, et puis que nous avons quelqu'un ici qui est en médecine. Donc, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce que ça évoque pour moi, Didier Raoult? Quand j'étais interne à Dieppe, j'ai eu un patient qui a une endocardite à Bartonella Quintana, donc une maladie infectieuse sévère. J'étais très jeune. Et c'était un cas complexe et intéressant. Et quand on a voulu publier le cas, je me suis rendu compte que la littérature autour de ce germe était très largement faite par le professeur Didier Raoult. Et donc, en fait, moi, Didier Raoult, au départ, ça évoque un grand scientifique, un grand médecin qui a beaucoup travaillé, et dont l'équipe a beaucoup travaillé là-dessus. J'ai envie de vous dire que ça a beaucoup changé, ma conception des choses, comme je pense beaucoup de gens dans la salle. Ce qui s'est passé finalement au moment du Covid, ma lecture en tout cas, c'est que on est devant une vraie crise sanitaire avec un réel besoin de répondre à une problématique et des approches qui étaient forcément différentes. On est dans une situation où il y a une vraie angoisse de chacun, une vraie angoisse de la société, une angoisse de nos décideurs et un besoin de répondre. Et les gens sont en attente de réponses. Et donc, si on est scientifique, moi je pense être scientifique avec un minimum d'objectivité, on a tous de la subjectivité, mais nos réponses peuvent être tranchées, basées sur les connaissances, et sont évolutives. Et c'est finalement les approches qui ont été proposées, c'était de dire il faut, dans cette problématique d'épidémie, prendre des décisions, les évaluer, mettre en place des essais. Je parle juste des thérapeutiques, parce qu'évidemment, il y a plein d'aspects dans cette crise. On explique cette prise de position et on explique comment on pense que ça doit se passer. Et vous avez en face de ça des figures qui font autorité. Pourquoi est-ce qu'elles font autorité? Je trouve que c'est extrêmement questionnant. J'ai commencé par vous dire que c'était quelqu'un qui m'évoquait moi une vraie compétence médicale, parce que l'autorité qu'il a prise durant cette crise Covid est à mon avis essentiellement basée au départ sur le fait que dans la communauté médicale, il jouissait d'un certain respect, et ce respect il l'a construit une grande équipe à Marseille avec ça, même si elle était extrêmement controversée déjà à l'époque, et il s'en est servi pour prendre des positions très tranchées, trop tranchées, et finalement en dehors clairement de son domaine de compétences. C'est quelqu'un qui n'avait aucune compétence dans la gestion de crise et les essais cliniques notamment, mais son autorité naturelle. Tout à l'heure, c'est un sujet qui a été débattu avec l'entraîneur de la GIA, là. Est-ce que l'autorité naturelle existe toujours? Finalement, il a une sorte d'impact par son aisance et sa capacité à convaincre qui, à mon avis, aurait permis de répondre à des peurs des gens. Et il n'était plus du tout dans une démarche scientifique. Pour moi, Didier Raoult, dans cette crise Covid, c'est l'anti-scientifique. C'est quelqu'un qui s'assoit sur l'autorité passée, l'autorité qu'il a gagnée de ses faits passés, et qui finalement a représenté une figure qui, pour les scientifiques, n'était plus celle de l'autorité scientifique ni médicale. Merci. Alors, par rapport à cette crise Didier Raoult, on va dire la population, les citoyens se sont fait un peu une opinion, notamment en allant voir sur Internet, en regardant des vidéos, en passant par les réseaux sociaux. Et ce qui fait que chacun se fait un peu une opinion par rapport à ce qu'il voit et ce qu'il entend. Et est-ce que est-ce que cette connaissance en fait finalement entre guillemets
scientifique du grand public, est-ce que c'est quelque chose qui modifie votre pratique ? Moi, je vais revenir au terrain, du coup. Dans la relation entre un médecin et un patient, il y a plein de choses qui se jouent. Il y a une relation de confiance. Si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ça peut être un patient et un médecin qui se découvrent. Et ces choses, elles ont beaucoup évolué avec le temps. Avant, le médecin, c'était comme l'instituteur du village. Moi, je viens de la campagne. C'était historiquement des gens qui avaient autorité, qui jouissaient de beaucoup de respect. Et on faisait confiance à tout ce qu'ils disaient. C'était évidemment très discutable. Déjà à l'époque, les connaissances médicales ont évolué de façon incroyablement exponentielle. Aujourd'hui, je suis hyper spécialisé dans un domaine et pourtant je considère que je ne connais que la moitié de mon domaine et encore. Donc vous imaginez, si vous êtes généraliste, c'est encore plus clair. C'est impossible de tout savoir. Et donc les connaissances, elles sont multiples pour nous, mais elles sont multiples pour les patients. Et donc vous avez des patients de plus en plus, notamment les patients jeunes ou les patients qui ont une connaissance scientifique, qui vont aller chercher des données sur Internet, plus ou moins fiables, et qui vont arriver avec ça à la consultation. Comment est-ce que ça modifie le rapport singulier entre un médecin et un patient? Je ne dis pas son patient, parce que je ne supporte pas ce terme, mais c'est vraiment ça, c'est le couple médecin-patient. Comment est-ce que ça évolue? En fait, ça dépend vraiment de comment, je pense, le médecin perçoit sa place dans ce rapport. Est-ce qu'on perçoit qu'on a une autorité, que c'est à nous de décider, qu'on est détenteur de la connaissance et qu'on va expliquer au patient ce qu'elle ou il doit faire? Ou est-ce qu'on est dans une discussion qui prend en compte l'ensemble des éléments qui vont arriver? Et c'est cette personne qui arrive avec des connaissances extérieures en disant finalement, vous m'avez vu la dernière fois, vous m'avez dit qu'il fallait me proposer, je sais pas, une chirurgie par exemple pour mon affection, mais moi j'ai vu sur Internet qu'il y avait aussi des médicaments. Peut-être que c'est un médicament dont je n'avais pas connaissance, que c'est quelque chose de nouveau qui arrive et que cette réflexion elle est tout à fait pertinente. C'est pas facile pour un médecin de se sentir remis en cause en termes de détenteur du savoir, entre guillemets, de l'autorité médicale, ce qu'on peut l'appeler comme ça dans ce contexte-là. Et donc je pense que chaque médecin vit ça de façon un peu différente. On le vit d'autant mieux qu'on est à l'aise dans sa pratique, à l'aise avec ses connaissances, à l'aise avec ce qu'on ne sait pas et à l'aise dans sa relation à l'autre. Mais je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui sont un peu plus loin de la connaissance ou qui pour des raisons constitutionnelles, ont un rapport à l'autre qui est un petit peu plus difficile et pour qui finalement la position d'autorité dans la décision est importante dans leur pratique, elle les rassure, pour qui cet apport du patient qui arrive avec ses connaissances extérieures est difficile et questionnant et va finalement mettre en défaut la relation médecin-patient. Cette alliance thérapeutique va être brisée par le fait qu'il arrive, le patient, avec des connaissances qui n'étaient pas attendues par le médecin. Ma position personnelle, c'est que c'est jamais un problème. C'est-à-dire que si vous vous opposez aux patients qui arrivent avec des connaissances qui peuvent être tout à fait justes, qui souvent sont issus de forums ou de choses qui sont plus des questionnements. Mais attendez, j'ai vu que tel truc, il fallait prendre la plante, machin. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bon, je pense pas. En tout cas, ça n'a jamais été démontré. Donc on discute autour de ça, mais finalement, ça peut pas vous faire de mal. Pourquoi pas? Donc entendre ce que le patient amène, je pense que c'est aujourd'hui indispensable. Et ça a clairement, puisque c'était votre question au départ, moi je trouve que ça a vraiment modifié la relation entre... Là, je parle à l'échelle individuelle, entre médecin et patient, et que c'est appréhendé de façon très différente en fonction du patient, mais surtout du médecin et de comment il voit les choses. Alors du coup, pour rebondir, puisque moi précisément, j'assiste aux consultations et je vois ces interactions entre médecins et patients. Et effectivement, il y a un changement. Enfin, déjà, moi, donc j'ai fait le même terrain dans le même centre hospitalier il y a 13 ans. Et déjà, ce que je peux dénoter, c'est ce qu'on appelle en sociologie un effet de génération. C'est-à-dire que les médecins qui faisaient de la PMA dans le centre où j'étais il y a 13 ans étaient essentiellement des hommes, plutôt en fin de carrière. Et donc, et sur cette question, effectivement, il y avait des discussions, l'accès sur Internet, les patients arrivent avec des dossiers, des informations, des désirs, des exigences, entre guillemets, et c'était pas forcément bien
bien vécu, je dirais, par les médecins qui, en retour, étaient dans des positions d'autorité, précisément, en leur expliquant que, certes, ils avaient vu tout ça sur Internet, mais que eux détenaient, en fait, le savoir en la matière. Et je dirais que 13 ans plus tard, dans ce même service, ce sont plus des femmes, plus jeunes, et que là, effectivement, on assiste à une modification de ces relations. C'est-à-dire que les personnes, qu'il s'agisse de couples de femmes seules ou de couples hétérosexuels, arrivent avec des informations, des demandes, en disant par exemple aux médecins, voilà, vous me proposez une insémination, mais j'ai lu sur Internet qu'une fécondation in vitro correspondrait mieux. Donc une insémination, pour le dire vite, c'est voilà, on transfère le sperme du donneur ou du conjoint dans l'utérus de la femme, et une fécondation in vitro, vous fécondez le sperme avec des ovules pour créer un embryon qu'on transfère ensuite dans l'utérus de la femme. Voilà, donc il y a ces connaissances-là déjà qui sont partagées, et je dirais que ce partage d'informations, aujourd'hui, effectivement, il modifie cette relation médecin-patient, alors on ne peut pas dire malade, hein, dans le cas de gens qui ont recours à la PMA, dans quelque chose qui est plus, je dirais, il y a plus de dialogue, et en tous les cas, je n'ai pas le sentiment, moi, à regarder ces interactions, que les médecins se sentent menacés de quelque chose. Qu'au contraire, il y a aussi les lois sur les droits des patients, enfin, voilà, et toute cette évolution aussi sur les droits des patients, on la doit aussi, ça il faut le rappeler, ce questionnement de l'autorité médicale, il revient aussi à ces relations médecins-malades qui ont été repensées au moment du sida, hein, et les militants de la lutte contre le sida ont beaucoup fait pour les droits des patients, et pour non pas forcément le questionnement de l'autorité médicale, mais la remise en balance de cette autorité avec un savoir que peuvent avoir les patients. Voilà. Merci. Alors, on assiste aujourd'hui aussi à l'émergence de nouveaux paradigmes qui sont la science ouverte, la science participative, et avec y compris des programmes nationaux qui financent différents projets là-dessus, et qui implique en fait une co-construction de certains savoirs, voire une co-élaboration de la décision. Donc ça, on a fait des progrès. En revanche, dans certains cas, l'opposition peut être frontale, et notamment des fois des associations peuvent peut-être s'opposer donc à l'autorité scientifique et médicale. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Ça a beaucoup changé. Je suis pas mal impliqué dans ce qu'on appelle des sociétés savantes en néphrologie, en hypertension artérielle, et donc au-delà d'avoir des relations avec les patients dans mes relations de médecin au quotidien, j'ai pas mal d'interactions avec des associations de patients, que ce soit dans le lien entre les associations de patients et ces représentants finalement des professionnels de santé, aussi dans la gestion de certaines crises, dans la co-construction de projets, de parcours de soins, parfois commandités par l'administration, parfois par la société savante, parfois par les associations de patients. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a beaucoup changé, et que, encore une fois, ça dépend un peu de chacun, de qui est à la tête de ce type de société savante. Le fait d'accepter que des associations de patients ou des patients participent à la co-construction de, je sais pas, un livre blanc de l'insuffisance rénale chronique, par exemple, quelque chose où on va définir quelles sont les priorités de prise en charge, quels sont les éléments sur lesquels on veut mettre l'accent, on veut mettre l'argent, on veut mettre les efforts, que les patients donnent leur avis là-dedans et vraiment participent, pas juste signent le document. Ça demande des efforts, je ne sais pas, mais en tout cas des évolutions, et forcément il y a des réticences du côté médical où cette autorité est questionnée. Il y a un autre aspect de cette relation à l'autorité médicale qui, si on se place du point de vue des associations de patients, vous parliez tout à l'heure du sida, il y a historiquement une association de patients dans le sida qui a été très active en s'opposant notamment, en étant assez vindicative contre le corps médical. Dans ma discipline principale,
c'est aussi le cas. On a différentes associations de patients, de façon un peu caricaturale. Il y en a une qui a toujours été dans la co-construction avec les médecins, et une qui s'est opposée plutôt à ça, qui a été dans un lobbying assez intensif, des gens qui, au niveau d'éducation très supérieur et qui sont très insérés avec les politiques, très forts dans les médias, et qui ont utilisé comme mode opératoire finalement l'opposition au corps médical, même si c'est jamais formulé de la sorte. Ça peut être très mal vécu par beaucoup de médecins, ce questionnement de l'autorité médicale, si on veut le formuler comme ça en relation au sujet du jour. Et je n'ai pas à juger, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça a quand même été très constructif. C'est-à-dire que les deux approches, être dans la co-construction sans trop de questionnement de l'autorité, et questionner l'autorité en y allant de façon assez violente, mais finalement, je dirais que chacune des deux approches a permis de faire des avancées pour la prise en charge des patients. Et donc cette relation à la fois dans le lien singulier médecin-patient, mais aussi dans la relation entre groupe de patients et groupe de médecins a beaucoup évolué avec, je pense, de plus en plus de part pour les patients. Et puis un dernier exemple, c'est ma casquette d'investigation clinique. Avant, quand on faisait des essais cliniques, c'est-à-dire vous proposez à 500 patients d'avoir soit un traitement A, soit un traitement B pour savoir lequel fonctionne bien. C'est comme ça qu'on définit aujourd'hui la connaissance en médecine. Pour ce qui est des traitements, on ne peut pas le faire autrement, de façon sérieuse. Avant, on définissait l'efficacité au nom d'une mesure en disant s'il y a plus de décès dans un groupe, s'il y a plus d'accidents vasculaires ou d'infarctus, ou en fonction de ce qu'on cherche à évaluer, eh bien ça marche. Aujourd'hui, quand on construit un essai clinique, on demande à des associations de patients, on demande à des groupes de patients qui se sont réunis pour dire quelles étaient leurs priorités, quels sont les critères de jugement qui leur paraissent pertinents. Et parfois, c'est pas, la baisse de chiffre de pression artérielle qui est plus pertinent, c'est le confort de vie au quotidien. Finalement, est-ce que je me sens mieux? Parce que se sentir mieux, c'est peut-être parce que la pression artérielle est un peu plus basse, c'est aussi parce que les traitements n'ont pas trop d'impact sur ma fatigabilité au quotidien. Et parfois, ces critères définis par des patients, par des groupes patients, avec évidemment des experts, sont maintenant utilisés comme étant les critères principaux des études. C'est pour vous donner un autre exemple de comment cette autorité scientifique, elle a évolué dans une sorte d'autorité partagée. La science, c'est aussi ceux qui en bénéficient, c'est pas juste ceux qui, à la base, sont censés détenir le savoir. Oui, je compléterai en rebondissant cette question d'autorité partagée. Effectivement, c'est un mouvement qui, me semble-t-il, est très fort, déjà par la multiplication des comités d'éthique de tout type. C'est-à-dire que maintenant, chaque centre hospitalier, chaque université, chaque même association a des comités d'éthique et autorité partagée parce qu'on associe aussi à ces comités d'éthique, ou bien dans ces associations, on fait appel à des équipes pluridisciplinaires aussi. C'est-à-dire que, moi, je suis membre de plusieurs comités d'éthique et membre aussi d'associations de patients à titre d'expert sociologue. Et on voit bien aussi comment cette autorité médicale, elle devient partagée, en ce sens que les médecins eux-mêmes nous convient à venir échanger avec eux. Et vous évoquiez à l'instant la question du confort de vie, et précisément aussi pour mettre en évidence les demandes sociales, les demandes de bien-être, plus qui sont là plus qui relèvent plus effectivement du confort de vie plutôt que de savoir si la maladie est éradiquée. C'est comment va-t-on mieux vivre et comment mieux vivre. Et puis donc aussi effectivement une évolution, une prise en compte aussi de ces aspects psychologiques, sociologiques, psychosociaux aussi dans les. On voit aussi, par exemple, sur le recours à la procréation médicalement assistée. Il y a encore une vingtaine d'années, il y avait une forte culpabilisation des femmes, comme si l'infertilité ne pouvait être que féminine. Et les travaux d'anthropologues, de sociologues ont contribué à montrer que, d'abord, on ne pouvait pas placer cette infertilité uniquement du côté féminin, qu'il fallait bien évidemment l'intégrer du côté masculin. Donc ça, c'est une donnée... Et
on le voit dans les consultations, ces entreprises de déculpabilisation, hein, vraiment il s'agit de ça à l'encontre des femmes, des choses aussi qui peuvent paraître aussi simples qu'il y avait une forme de personnification aussi du matériel, enfin des embryons, du matériel génétique, c'est-à-dire qu'on pouvait entendre dans des consultations il y a encore une quinzaine d'années, vous avez des beaux ovocytes, quel spermatozoïde vigoureux, ah ben là cet embryon il est trop moche, voilà. Et donc ça c'est des choses qu'on n'entend plus. Ou alors si on les entend, c'est de voilà. Et ça, je dirais que c'est parce que précisément dans une espèce de souci d'autorité partagée, c'est-à-dire du côté des médecins, de la science, allons discuter avec celles et ceux qui font aussi de la science, hein, puisque les sciences humaines et sociales sont des sciences. Voilà. Et comment arriver à une espèce non pas de consensus, hein, parce qu'il y a toujours des difficultés, des incompréhensions, sur l'accès de la procréation médicalement assistée, il y a encore des questions qui se posent aujourd'hui, hein, sur des exclus, des inclus, qui y a droit, qui n'y a pas droit. Mais en tous les cas, un souci, je dirais, effectivement très fort d'autorité partagée. Merci. Merci. Alors vous avez évoqué donc l'éthique, et dans certains cas, peut-être aussi que les choix de chacun dépendent un peu de nos choix, disons, philosophico-éthiques. Enfin, je pense par exemple aux questions de l'utilisation des tests génétiques ou alors typiquement effectivement le recours à la PMA ou ce genre de choses. Est-ce que vous voulez développer un petit peu plus ? Alors moi, je ne travaille pas sur les tests génétiques, mais de toutes les façons, en France, quand vous avez recours à la PMA, c'est des choses très simples, hein, qui sont faites. On a, par exemple, pour avoir les gens qui donnent leur sperme, on effectue un karyotype très simple, mais on ne va pas chercher très loin dans le génétique. Le diagnostic préimplantatoire, il est autorisé pour des gens dont on sait que la maladie est d'une particulière gravité, voire létale. Et à ce moment-là, on propose aux personnes qui sont victimes, enfin qui ont des ascendants de cette maladie, de procéder donc à des tests génétiques. Je dirais que moi, ce qui m'intéresse en retour comme sociologue, c'est de voir précisément si les personnes vont recourir ou non à ce test. Et en fait, du coup, la question qui se pose est une question bien plus large, qui dépasse la question de l'autorité. C'est quelle valeur accorde-t-on à la vie? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire comme choix? Ce qu'on peut voir aussi dans des consultations de procréation médicalement assistée, c'est des parents qui donnent naissance à un enfant porteur d'un handicap, en sorte qu'on va leur proposer pour la deuxième grossesse un dépistage génétique, et la question qui se pose à eux, c'est bien ok, pour le premier je l'ai pas fait, le deuxième qu'est-ce que je vais faire, voilà. Donc là, cette possibilité, elle ouvre des possibles qui peuvent plonger les personnes dans des affres. Et là aussi, on revient aussi à la circulation de l'information, à la possibilité. Vous pouvez aujourd'hui faire un prélèvement génétique sur vous, avoir plein de données, voilà, c'est totalement interdit en France, mais vous pouvez avoir des tests génétiques qui vous permettent d'anticiper ou non la survenue de possibles maladies. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est voilà, l'impact qu'aurait la décision ou pas de recourir à des tests génétiques. Je vais rebondir un peu là-dessus. Finalement, ça touche à la question du diagnostic présymptomatique. Et dans ce diagnostic présymptomatique, ça veut dire vous n'avez pas de maladie, vous n'avez pas de symptômes, mais on va vous dire, en fait, il risque fort de se passer ça chez vous. Donc la génétique, elle peut vous amener ce type d'information. Pensez au cas d'Angelina Jolie. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez probablement, une actrice qui a une anomalie génétique, une mutation d'un gène qui s'appelle BRCA1 et qui prédispose au risque de cancer du sein. Et donc, dans ce contexte-là, ça peut amener à une mastectomie préventive, ce qu'elle a fait. C'est juste un exemple pour vous dire que, alors que cette personne n'était pas malade, et peut-être son enfant non plus, sa sœur non plus, eh bien, en fait, la décision
de faire ce test génétique va avoir un impact majeur sur sa vie, dont l'objectif médical est de prévenir un décès précoce par une maladie potentiellement grave. Mais là, l'autorité médicale, elle est très importante dans ce type de cas. Là, on va dire que c'est assez caricatural, parce qu'on prévient un cancer potentiellement très grave, mais parfois, on est dans des situations un peu plus nuancées, où en fait, le médecin va être plus ou moins convaincant en face d'une patiente ou d'un patient qui va plus ou moins avoir compris les enjeux selon sa capacité, selon ses connaissances et sa capacité à questionner la problématique face à laquelle il ou elle est, va faire un test, génétique ou non, qui va impacter de façon majeure sa vie. Un exemple vraiment de ma vie, ma pratique de tous les jours, c'est la polykystose rénale, c'est une maladie génétique dans laquelle vous avez à peu près 10 fois plus de risque de faire un anévrisme au niveau des artères cérébrales, c'est-à-dire de faire un accident vasculaire cérébral où un vaisseau va saigner. Et donc on a une opposition dans la communauté médicale entre ceux qui disent il faut faire un dépistage systématique, c'est-à-dire faire une IRM aux gens qui ont cette maladie pour savoir s'ils ont ça, parce que s'ils ont ça, eh bien, on va peut-être aller l'opérer, et c'est important. Et puis ceux qui disent, attendez, si on fait ça à tous les patients qui ont cette maladie, il y a quand même une bonne partie des patients qui va se retrouver pas rassurés parce qu'ils auront un truc qu'il ne va pas falloir opérer, mais qu'il va falloir surveiller. Et comment est-ce qu'ils vont vivre ça dans leur vie de tous les jours? Et donc vous avez les Américains, en gros, un système où on est très juridique, où le médecin ne veut pas prendre de risque d'avoir un procès, qui va dire, j'impose, autorité médicale, de faire l'IRM à tous les patients qui ont cette maladie pour dépister s'ils ont ou non un anévrisme. Et vous avez une conception qui est plus européenne, qui est de dire je discute avec la personne que j'ai en face de moi en lui expliquant il est possible qu'on vous trouve quelque chose et qu'on vous sauve la vie. Il est très probable qu'on trouve qu'il n'y a rien. Et il y a quand même une probabilité non nulle que vous vous retrouviez avec quelque chose qui peut être angoissant pour vous. Et donc, prenez le temps de réfléchir, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas? Et donc, je trouve que ce diagnostic présymptomatique questionne à la fois les connaissances scientifiques de la population, comment est-ce qu'on est capable de comprendre les éléments qui sont en face de nous, comment le médecin est capable de l'expliquer, et l'autorité médicale, parce que finalement, en fonction du médecin que vous avez en face de vous, la façon dont ça va être présenté et incité risque d'être assez différente. Alors quand il y a des recommandations très claires, il n'y a pas tellement de place à ça, mais il y a beaucoup de... Vous savez bien, la médecine, c'est rarement tout blanc, tout noir, hein, et donc on est dans des finesses, et là, le positionnement du médecin sur la décision est très impactant, je pense. Peut-être juste en complément, il y a une notion qu'on n'a pas abordée qui est celle de confiance en fait. Et c'est vrai que ce qu'on peut voir aussi sur ce rapport à l'autorité médicale, c'est la confiance que les patients sont prêts à accorder aux médecins. Et par exemple sur cette question du dépistage génétique, c'est une des premières questions qui est posée. Alors non pas, c'est très intéressant, enfin là, dans les premières observations. Enfin, pour l'instant, j'ai observé 120 consultations, mais déjà, ça fait quand même beaucoup sur ce nouveau terrain. Et cette question est moins posée par les couples hétérosexuels que par les femmes seules et les couples de femmes. Et ce donneur, monsieur, est-ce qu'on a fait des tests génétiques sur lui? Voilà. Donc les médecins en retour expliquent qu'en France c'est très très restreint, qu'on n'a pas beaucoup de choses, mais que voilà. Et donc il y a une confiance aussi qui doit se faire, c'est-à-dire qu'on a recours à ce donneur, mais confiance est faite ici à la médecine pour s'assurer que ce donneur soit en bonne santé et donne naissance à un enfant en bonne santé. Donc là aussi, avec toutes ces nouvelles technologies, techniques, je pense que la question de la confiance, elle vient renforcer ou pas cette notion d'autorité médicale. Oui, alors puisque le mot confiance a été abordé, en fait, j'en profite aussi pour compléter sur le fait qu'en fait, quand on fait des enquêtes sur la confiance en fait que le citoyen accorde à la science, on s'aperçoit qu'en fait la relation entre le citoyen et le scientifique est bonne. Il n'y a pas tant de problèmes. Il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes entre le citoyen et les chercheurs, par exemple. Et quand on fait des actions, nous, donc à Dijon, pour montrer un peu le travail des chercheurs, tout ça, ça intéresse toujours le grand public et la relation est bonne. Non, en revanche, souvent, ce qui se passe, c'est que je crois avoir vu des enquêtes là-dessus, c'est que le citoyen soupçonne plutôt soit l'administration, soit des intérêts financiers, pharmaceutiques, des lobbies industriels,
Donc, on va dire un petit peu tout ce qui est autour du chercheur. Le chercheur est perçu comme quelqu'un, donc effectivement, qui cherche, mais c'est pas forcément de lui, entre guillemets, que viendrait le mal. Ça viendrait du financement, du lobby, de l'administration. Est-ce que ça évoque des choses pour vous? Je pense que c'est un questionnement qui est d'une part légitime. Il ne faut pas se voiler la face. Si on parle de l'industrie pharma, parce que je pense que c'est quand même le principal source d'inquiétude, et la crise de Covid a bien mis ça en évidence. Ces gens sont là pour faire de l'argent, d'accord ? Il n'y a pas de mystère. Mais par contre, s'ils n'étaient pas là, on ne pourrait pas avoir tous les traitements qu'on a. Et donc, questionner sur le fait qu'une prescription est faite à bon escient et de façon, on va dire, vraiment dans l'intérêt de la personne qui la reçoit, qu'un expert parle de façon la plus objective possible, je pense que c'est un questionnement qui est pertinent. Après, on passe dans un versant qui est un versant où on ne fait plus du tout confiance, enfin, je ne dis pas qu'on passe, hein, mais il y a ce risque-là, on ne fait plus du tout confiance, on ne fait confiance qu'à ce qu'on a envie d'entendre. Et finalement, ce qui est rassurant, c'est de dire, oui, tout est pourri, Big Pharma, enfin, et là on est dans du pur délire complotiste, qui est clairement encouragé, je pense, par la tendance qu'il y a dans les médias à présenter les choses qui ont une valeur très différente de façon équivalente. Je m'explique. Vous prenez les tables rondes à BFM TV, CNews, ce que vous voulez, ou en fait sur un sujet, je sais pas, par exemple la vaccination ou le Covid ou ce que vous voulez, et vous allez avoir d'un côté quelqu'un qui fait autorité dans le domaine de la science parce qu'il a beaucoup travaillé sur le sujet, parce qu'il est intègre, parce qu'il connaît le sujet, en tout cas du point de vue scientifique, et qui va exposer son point de vue, le point de vue de la communauté scientifique basé sur des tonnes d'études le plus objectives possible, certaines financées par l'industrie, mais la grande majorité non. Et vous avez à côté de ça une personne qui va venir avec un propos polémiste en disant « Oui, mais attendez, moi, je suis désolé, je suis médecin généraliste dans la Somme, j'ai eu 2 patients qui ont eu ce traitement, c'est inadmissible, ils vont très mal, ne le vous laissez pas faire, c'est Big Pharma. » Mais en fait, quelle résonance est-ce que ça a ? C'est-à-dire que finalement, on met à équivalence et à équivalent de temps de parole 2 positions dont l'une est à l'évidence, pour les gens qui prennent un peu de recul, beaucoup plus argumentée, et dont l'autre va avoir une résonance très importante pour beaucoup de gens qui sont dans la peur. C'est une situation qui est angoissante. Et en fait, ce que la personne qui dit... il y a toutes ces études, il reste une part d'incertitude, mais aujourd'hui, la science vous dit que c'est plutôt ça qu'il faut faire, on verra selon la suite. Et l'autre qui va dire, n'y allez pas, c'est tous des pourris, et d'ailleurs, j'ai 2 patients qui ont été vaccinés, qui ont fait une embolie pulmonaire, faites pas ça. Enfin, vraiment, je pense qu'il y a une part de défiance du fait des financeurs qui ont un intérêt financier, et puis il y a une grosse part de défiance, à mon avis, du fait des médias et de la façon dont les choses sont présentées. Oui, mais en fait, je voudrais aller effectivement tout à fait dans le même sens pour dire que les traitements médiatiques de toutes ces affaires et de toutes ces controverses qui mettent à pied égal des choses qui sont prouvées scientifiquement, légitimes d'un point de vue scientifique, et des discours qui relèvent parfois et souvent même de la théorie du complot, pose problème parce que précisément quand vous écoutez ces discours, et je pense aussi à des tables rondes sur des chaînes d'information en continu, finalement, tout le monde peut aller piocher ce qu'il a envie d'entendre, et que en ne faisant pas la part des choses entre ce qui relève de faits objectifs, de construction, et de faits qui sont plutôt qui relèvent donc plutôt du complot, ça porte pas, c'est pas ça porte préjudice, ça ne porte pas préjudice à l'autorité médicale, mais ça porte préjudice à ça porte préjudice à la possibilité de comprendre qu'il y a des faits objectifs contre lesquels on ne peut pas aller, qui permettent d'avancer. Après, je pense que vous parliez des grands laboratoires, et je pense que ça, c'est aussi finalement une avancée, qu'on puisse se mobiliser, que le scandale du Mediator, que
tout d'un coup la voix des patients soit prise en compte, que ces grands laboratoires pharmaceutiques ou bien ce qui s'est passé autour du lévothyrox aussi, enfin ça, ce sont des choses extrêmement importantes et je trouve que c'est extrêmement sain que là, alors c'est pas l'autorité médicale, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on dit, mais non, les médecins, voilà, c'est pas, mais ce lobby médical, comme vous le disiez, ces labos, ils sont là pour faire de l'argent, avant tout, au détriment des patients. Et donc, je trouve que ce questionnement de leur autorité, de leur mainmise sur la santé, par des collectifs, est une chose qui est très saine. Voilà. Voilà. Ils ne sont pas là pour faire de l'argent au détriment des patients, Oui, attention. oui. Ouais, au détriment des patients. Ils sont là pour gagner de l'argent. Oui, alors je voulais juste ajouter qu'aujourd'hui, on a des formations. On donne moi-même, je donne un cours d'initiation à la recherche documentaire en fait à mes élèves, un cours que j'ai fait ajouter à leur cours scientifique, parce qu'en fait, c'est extrêmement important, je pense, que chacun sache chercher des informations fiables, comparer, etc. Et un petit peu de culture sur cette recherche d'informations, c'est-à-dire ce que les chercheurs savent faire eux-mêmes, mais ce que le grand public ne sait pas faire. Ce qui ne veut pas dire qu'après, vous comprendrez la démarche, la méthode scientifique ou la démarche scientifique, d'ailleurs, qui est quelque chose de dynamique. Et ce que j'ai entendu aussi, que je trouve très intéressant, c'est la place finalement de l'émotion dans les médias. Alors ça, on essaye aussi de travailler dessus. On a notamment à Dijon donc un office de la coordination et de l'information muséale où on travaille sur ces aspects donc médiation, émotion. On fait des formations là-dessus. Bon, mais je pense qu'on a assez parlé. On va peut-être laisser la place aux questions du public. Il y en a une là, une là-bas. Peut-être qu'on va prendre 3 questions. Alors, on va prendre un groupé, ça sera plus simple. Nous avons une question à l'étage. D'accord, une à l'étage. Est-ce que vous pourriez passer le micro? Alors, allez-y, monsieur, déjà, peut-être. Oui, plus qu'une question, c'est un constat. Tout ce qui vient d'être dit là met pour moi en évidence un manque dans les tables rondes de ces entretiens. C'est justement le rôle des médias. Il aurait été tout à fait intéressant qu'on puisse aussi discuter du fonctionnement des médias et de ce qu'ils peuvent apporter ou non à la question de l'autorité. Merci. Je prend déjà 2 autres questions. Ouais, très vite, les médias et les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, oui, bien sûr, bien sûr. Ça sera des entretiens par entière. Ouais. Il y en avait une là-bas, je crois. Oui. Oui, ma question concerne le choix des patients. Vous avez mentionné tout à l'heure que sur les études cliniques, donc c'était Dominique Guéraud qui le mentionnait, sur les études cliniques, le patient, maintenant, le choix du patient était pris en compte. Par contre, il y a une approche qui se développe beaucoup, notamment dans les pays du Nord, qui s'appelle VBHC, Value Based Healthcare. Comment est-ce que dans laquelle le patient peut choisir le type de traitement qui lui convient le mieux? Enfin, évaluer, c'est-à-dire que c'est le patient qui évalue la qualité des soins. Et c'est une vision qui vient du patient. Est-ce que vous pensez que ça se développe peu en France parce que justement, ça remet en cause l'autorité médicale? Je ne suis pas certain d'avoir compris de quoi vous parliez. Est-ce que vous parlez d'un patient qui évalue la prise en charge dans un établissement ou qui, à l'échelon individuel, peut choisir son traitement? Oui, pardon, je n'ai pas été clair. Le fait que le patient soit interrogé sur son évaluation, sa satisfaction sur les soins reçus, okay. De façon à pouvoir ensuite faire le retour dans la pratique médicale. Ouais. Peut-être une troisième question. Là-haut, il y a une troisième question. Bonjour. J'ai entendu le mot angoisse, confiance, et c'est pas tout à fait une question, peut-être une remarque. La société occidentale s'est construite
sur l'esprit positiviste, c'est-à-dire cet esprit de confiance totale dans le progrès scientifique qui allait supprimer souffrance. D'ailleurs, c'est comme ça aussi qu'on a jeté tout ce qui est religieux. Et pourtant, l'angoisse s'est installée, la perte de confiance s'est installée dans la science. La science devait résoudre tous les problèmes de la société, guérir toutes les maladies. C'est vrai que nous avons fait beaucoup de progrès. Et pourtant, cette angoisse et cette perte de confiance s'est installée. Parce que on s'est aperçu que la science a aussi ses limites. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans votre remarque en tant que médecin, c'est cette conscience des limites de nos connaissances et de notre science. C'est aussi parce qu'il y a eu beaucoup de scandales, et les scandales n'ont pas commencé avec le sang contaminé ou avec le Mediator. Les anciens ont connu aussi, par exemple, le thalidomide. Donc, cette perte de confiance s'est installée au fur et à mesure des générations, et nous nous retrouvons actuellement dans une période justement où il y a cette perte de confiance et il y a cette angoisse face à la médecine et face à la science et la pollution et la dégradation de la nature qui est aussi due quelque part à la science, au progrès de la science, contribue à cette perte de confiance et à cette angoisse. Et nous sommes devant une situation quand même assez problématique. C'est pour ça peut-être que nos patients et nous tous, nous allons sur Wikipédia dès qu'il y a quelque chose où on voudrait être rassuré, où on voudrait savoir un peu plus que notre médecin ou que notre instituteur. Merci. On va se limiter pour l'instant à ces 3 questions. Donc, on avait les médias, une forme, disons, d'individualisation du choix médical, et puis la question de l'angoisse. Alors, par quoi vous voulez commencer ? Alors, peut-être à propos de l'angoisse, alors je suis pas sûre de partager. Enfin, il y a une angoisse. Alors, en tout cas, très nette. Vous parliez, par exemple, des questions écologiques des jeunes générations sur ces questions écologiques qui sont malheureusement. Et là aussi, ça c'est une question. Enfin, je veux dire, on a ce nouveau président des États-Unis qui nous explique que le changement climatique, ça ne veut rien dire. Voilà. Donc là, on a une remise en cause effectivement véritable de l'autre. On a des faits qui nous montrent qu'il y a un réchauffement climatique. Donc voilà, une angoisse générée chez les jeunes générations. Mais moi, je voudrais être plus positive et imaginer que cette angoisse, elle soit génératrice de nouvelles pratiques, voilà, d'une prise de conscience. Qui effectivement doit faire face à ceux qui la remettent en cause et remettent ici aussi encore en cause la question de l'autorité de la science. Après, vous évoquiez tout à l'heure, et je pense que nous, là, et là je parle de mon point de vue d'enseignant-chercheur, que je partage avec mon collègue de gauche, on a un travail à faire aussi auprès de nos étudiants pour leur apprendre à accéder à l'information et à traiter l'information. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui aller sur le net, sur les réseaux sociaux, vous trouvez multitude de choses. Et je dirais que notre travail, c'est leur apprendre à faire le tri. Et toutes ces questions de sciences ouvertes, de sciences partagées. Donc nous, on essaye de mettre en place des formations pour leur apprendre à trier, pardonnez-moi la métaphore religieuse, mais le bon grain de livret, quoi, autant que faire se peut. Et je pense que ces choses-là, la connaissance, c'est aussi des façons d'apprendre à juguler l'angoisse. Et puis aussi d'entendre cette angoisse. C'est-à-dire que ces jeunes générations, il ne faut pas les balayer et leur dire ouais, ok, je vais continuer à faire 3 allers-retours Paris-New York dans l'année, voilà, c'est pas grave, moi tout seul, je ne contribue pas au réchauffement. Et en fait, je pense que voilà, cette angoisse, elle est là, il faut l'entendre, il faut les accompagner dans la possibilité de mise en place de juguler cette angoisse de façon individuelle, mais aussi politique. Voilà, je suis pour l'angoisse. Maintenant, que penser de l'évaluation de la prise en charge médicale par les patients et du coup, secondairement, de la capacité à choisir les structures et la façon dont on veut être pris en charge. Je pense qu'on est un peu à la croisée des chemins en France. Il y a des pays, effectivement, où c'est très mis en place, le fait que les patients évaluent leur prise en charge.
à titre personnel, je peux parler que pour moi, je trouve ça extrêmement sain. La grosse problématique, et qui fait qu'en France aujourd'hui c'est très mal vécu, c'est qu'est-ce qu'on évalue quand on est patient. Si vous regardez sur les avis Google, en fait il y a des étoiles, et les étoiles elles sont mises parce que le médecin n'a pas été sympa, ou parce que la secrétaire ou le secrétaire ne répond pas, ou parce que j'ai mal été pris en charge sur des éléments pour lesquels j'ai ou j'ai pas les moyens de juger si c'était efficace ou pas, enfin si c'était justifié ou pas. Extrêmement compliqué de juger la prise en charge médicale. Et je pense que c'est très légitime si deux choses. D'une part, les bonnes questions sont posées et les évaluations sont faites systématiquement. Et deuxièmement, si les évaluations sont quasi systématiques. Parce qu'en fait, si vous vous retrouvez sur Google avec 5 avis, mais en fait, comment est-ce que ces 5 avis sont représentatifs de ce que vous faites en tant que médecin et en quoi est-ce qu'ils vont permettre d'orienter le choix d'autres patients? Je suis extrêmement dubitatif. Si vous avez 100 avis, je suis extrêmement confiant sur le fait que ça veut dire quelque chose, par contre. Donc, qu'est-ce qu'on évalue et quel est le caractère systématique ou non de cette évaluation pour qu'on passe à côté de l'écueil du biais de sélection des gens qui ne sont pas contents qui répondent et du biais d'échantillonnage, quoi. Donc ça, c'est les deux choses qui me paraissent importantes. Et donc, pour répondre clairement à votre question, je pense que c'est une tendance pertinente et nécessaire. Et je pense qu'on va aller vers ça. La deuxième question, c'était sur les médias. Et donc, je suis complètement d'accord avec vous. Et je pense que l'autre aspect, c'est les médias sociaux. Et qui jouent vraiment un rôle, à mon sens, très délétère dans plein de domaines. J'apprends rien à personne, mais alors pour ce qui est de la confiance dans l'autorité de la santé, si c'est de ça qu'on parle, vous êtes très polarisé. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes sur X, donc moi je suis sur ex-Twitter, depuis 2012, ça a vraiment évolué. Clairement, en fait, on voit ce qui correspond à ce qu'on a envie d'entendre. Et donc, si vous êtes complotiste, vous êtes conforté par ce que vous voyez au quotidien. Et donc, quand on dit que l'autorité de la science ou de la santé, elle repose sur ce qu'on appelle de l'evidence-based medicine, c'est-à-dire des preuves qui peuvent être remises en question en fonction de l'évolution, c'est ça la nature de la science, mais au moins elles s'accumulent et elles forment une vérité du moment, entre guillemets. C'est pas ça qu'on voit quand on regarde les médias ou qu'on est sur les réseaux sociaux, encore pire. Et donc effectivement, je pense que c'est un élément absolument majeur. Voilà, là, je pense qu'il s'agit aussi un peu, pour l'avenir, de décisions politiques à prendre. Mais bon, on va passer à une autre série de questions. Merci pour ce débat tout à fait passionnant. Que penser d'une autorité politique qui est en passe de devenir quasi absolue, celle de Donald Trump, qui nomme comme ministre de la Santé quelqu'un justement qui dénie complètement toute autorité scientifique, Robert Kennedy, et qui est un anti-vax notoire. Si on est citoyen américain aujourd'hui, oui, comment fait-on finalement pour s'opposer ou admettre que finalement une autorité politique va se substituer à une autorité scientifique et qu'il y aura donc des conséquences très claires pour la santé des gens et des citoyens américains. Je trouve que vraiment c'est une question, que ça c'est pas vraiment une question d'ailleurs, c'est que j'imagine que vous partagez comme moi la même interrogation. Vous vouliez peut-être. Oui, On va peut-être déjà répondre. Enfin non, il y avait une autre question. Je peux poser. Là-bas, une deuxième question. Une ici aussi. On en prend trois, voilà. Là-bas et puis ici. Peut-être Michel déjà, non ? Oui, j'y vais. Oui. Pour poursuivre sur ce débat, il me semble que, ce qui me frappe en tout cas, c'est que la caractéristique générale qu'on peut dégager, c'est que l'émotion submerge la raison. Et du coup, il n'y a plus de recul critique sur cette affaire. Alors, d'où vient que la raison, ce qu'on pourrait appeler ça plus simplement l'esprit critique, est en recul? Si, il est en recul, mais en tout cas, moi, je constate à chaque fois que tous les exemples que vous avez cités, c'est l'émotion qui submerge, et on n'en sort pas de cette émotion. Alors, je ne condamne pas l'émotion.
Je me demande simplement à quel moment est-ce que la raison reprend ses droits. Et la raison, c'est ce que vous avez dit. C'est assis sur la connaissance, l'examen critique, contradictoire, qui permet d'avoir à ce moment-là une opinion plus assise, en quelque sorte. Alors, je voulais savoir si vous partagez cette idée sur ce recul de l'exercice de la raison et comment est-ce qu'on pourrait pallier à ça. Alors on dit évidemment tout de suite l'école, mais c'est vrai que c'est vraisemblablement un des passages obligés. Est-ce que c'est le seul? Je n'en sais rien. Et en ce sens, je rejoins vos remarques sur l'importance des réseaux sociaux et des médias. Et il faudrait que là, effectivement, il y a peut-être une correction qui se fasse. Il y en avait une troisième là-bas. Est-ce qu'on peut poser une question à l'étage encore ou pas? Oui. Et puis après une dernière à l'étage. Voilà. D'accord. Oui, bonjour. Je voulais juste insister sur un fait, puis avoir votre avis. Je suis médecin, mais j'ai toujours participé, en tous les cas, à l'idée que dans la tête du médecin, il y avait une encyclopédie qui était en rapport avec l'autorité universitaire, etc. Et que dans la tête du patient, il y avait une autre encyclopédie qui était plutôt basée sur sa propre expérience, bien entendu, et que du coup, cette confrontation était en permanence. Et en reprenant le titre d'un film assez célèbre qui s'appelle « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?», finalement, le patient se dit « Pourquoi ça m'arrive à moi ? Qu'est-ce qui m'arrive à moi ? Et du coup, est-ce que je demande à mon voisin, à ma concierge ?» Et dans des consultations que j'ai eues, je suis toujours confronté en tous les cas, à l'idée de ce que fait comme idée le patient de lui-même à travers peut-être l'expérience de sa concierge, en tout cas, et il vient me demander à moi si l'université est en accord ou pas, et si je m'intéresse bien à la personne et non pas aux statistiques. Parce qu'effectivement, le patient ne veut pas obéir aux règles des statistiques, mais à une propre expérience et qu'on le prenne en compte pour lui-même. Une dernière là-haut. Est-ce qu'on entend? Oui. Bonjour. On se posait avec mon voisin la question, enfin, de vous entendre en fait sur le sujet de l'euthanasie, ou bien aussi un autre thème très important de qu'est-ce qui fait qu'on décide de sauver une vie. Voilà. Ici. Ok, je vous ai vu. Je suis là. Merci. Et mon voisin est là. Alors, je vais peut-être répondre rapidement sur Robert Kennedy. En fait, il se trouve que j'étais aux États-Unis là, il y a 10 jours au moment de l'élection. Donc, je l'ai vécu en direct. Alors, à New York, une bulle, comme chacun sait. Mais je dirais que par rapport à 2016, ce qui est très différent, c'est la stupéfaction. C'est-à-dire que, et ça rejoint votre remarque sur l'émotion, en fait. C'est-à-dire que ce à quoi j'ai pu assister, je veux dire, en 2016, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le lendemain de l'élection, quand Trump a été élu, vous avez eu les Pussy Women qui étaient dans la rue, qui se sont mobilisés. À Washington, il y a une manifestation avec plusieurs centaines de milliers de femmes qui sont descendues. Or, ici, on n'a rien observé de tel. Et donc, on est dans une espèce... Enfin, ce que je peux en constater parmi les gens que je fréquente qui ne sont pas des Trumpistes, comme vous pouvez l'imaginer, c'est cet abattement, cette stupéfaction, cette angoisse, cette colère qui n'arrive pas encore à se matérialiser sous la forme de mobilisation. Donc en fait, je pense que la façon de s'en sortir, ça va être de se mobiliser, de trouver des contre-pouvoirs, ce qui va être extrêmement difficile. Je veux dire, ce qui se passe aux États-Unis en ce moment est très grave. Hein. Je veux dire, c'est une remise en cause de la démocratie plus. C'est-à-dire que cet homme qui, en 2016, sur la question de l'autorité, précisément, en 2016, il naviguait à vue. Hein. Enfin, je veux dire, il a commencé... Enfin, il savait pas. Là, il sait très bien. Et il veut se venger. Il veut voilà, et en asseyant précisément, pour en revenir au thème de nos journées, sur son autorité. Donc, comment faire place à cet abattement qui était, enfin, moi, je l'ai trouvé très manifeste, quoi, cette espèce de sidération, un état de sidération. Et du coup, voilà. Donc, il va y avoir un travail important, mais comment créer des contre-pouvoirs dans un
pays. Alors, on a un État fédéral, donc voilà, ça, ce qui fait que ça va permettre aussi, voilà, la Californie, New York, le Michigan est passé de l'autre côté, hein, c'était quand même une région qui était plutôt démocrate. Mais voilà, donc le fédéralisme américain va permettre, je l'espère, et puis les midterm elections dans 2 ans, voilà, de trouver des contre-pouvoirs et faire en sorte que cette émotion aussi fasse place à la raison. Mais il y a du travail, hein. Il y a beaucoup de travail. Après, juste pour cette remarque que vous aviez faite, monsieur, sur ce à quoi on assiste moi pour les consultations auxquelles j'assiste, et j'ai aussi assisté à des consultations il y a quelques années, précisément de dépistage génétique en fait, voilà, où des patients qui étaient atteints de maladies génétiques devaient recourir à des fécondations in vitro, et du coup voilà. Et je trouve qu'il y a un travail considérable qui est fait pour traiter la personne comme une personne et non pas comme atteint d'une maladie létale, d'une drépanocytose, qui n'est pas une maladie létale, mais voilà, c'est pas, on prend pas le patient pour sa pathologie, mais véritablement une prise en compte un petit peu plus globale. Alors sur la fin de vie. Sur la fin de vie, on ne fait pas mourir de gens en France, hein. L'euthanasie est proscrite. Le projet sur l'aide active à mourir, la loi, étant donné ce qui s'est passé les 8 derniers mois en France, elle est toujours là, on stand-by. Les discussions n'ont pas repris à l'Assemblée. Voilà. En France, on ne tue pas les gens. On ne met pas fin à la vie de personnes. On a des discussions autour de fin de vie, il se trouve que je suis membre du centre d'éthique clinique de l'hôpital Cochin, et donc on voit là, on a des saisines qui nous arrivent de personnes en fin de vie. Donc comment est-ce qu'il faut mettre fin à leur souffrance? Est-ce qu'il faut là aussi, la question de la personne revient. On écoute ces personnes, on entend ce qu'elles ont à nous dire. Donc ça, c'est un débat qui est en cours, et on verra si l'autorité politique statue sur cette question de la fin de vie ou pas, et ça, on le verra dans les prochains mois. Voilà, pardon d'avoir été bavarde. Je vais juste rebondir sur cet aspect-là, parce qu'il y avait 2 questions en une. Il y avait la fin de vie, et puis il y a qui est-ce qu'on laisse en vie, entre guillemets, à qui est-ce qu'on autorise alors je ne sais pas dans quelle mesure la question a été tournée comme ça, mais ça a une résonance particulière pour la pratique de néphrologue, puisqu'en fait, quand vous avez les reins qui ne fonctionnent plus, vous pouvez soit faire de la dialyse, soit être transplanté du rein, soit faire ce qu'on appelle un traitement conservateur, c'est-à-dire on laisse la personne partir quand les reins ne marchent plus. Et parfois, il y a des situations aiguës où on décide d'adresser les patients en réanimation. Et effectivement, on ne décide pas de faire mourir des gens, mais par contre, tous les jours, il y a des gens qui ont des maladies graves et qui vont décéder. Et donc, on prend quand même des décisions tous les jours de savoir qu'est-ce qu'on propose aux personnes. Et donc, ça questionne l'autorité médicale et scientifique, parce que c'est des moments où on peut écouter la famille, mais n'empêche que la décision, elle revient au corps médical. Et c'est en son âme et conscience que l'équipe médicale et paramédicale, idéalement, va décider, en prenant en compte la qualité de vie de la personne, ce que l'on attend du projet derrière avec les soins. Si par exemple, je parle de l'hémodialyse, ça veut dire que 3 fois par semaine, la personne va venir pendant 4 heures, piquée par des aiguilles, fatiguée en rentrant. Et donc, on essaye de faire du mieux qu'on peut pour prendre la bonne décision, mais c'est au quotidien. Enfin, c'est pas... voilà, vous doutez bien que les équipes médicales soient amenées à faire ce qu'ils ne considèrent pas comme étant un excès d'autorité, mais comme étant finalement quelque chose qui, si c'est pas le médecin qui prend cette décision, qui est légitime pour la prendre? C'est en écoutant ce que le patient a à dire. Je suis allé hier voir un de mes patients en réanimation qui m'a dit « je ne veux pas être intubé, je ne veux pas être dialysé ». Quelqu'un qui a 65 ans, ce sera respecté parce que je pense que ma vie derrière sera pas celle que je veux vivre. Là, c'est le patient qui décide, mais très souvent, le patient n'est pas en capacité d'exprimer les choses, où il faut prendre la décision en disant « de toute façon, sa vie sera un drame après », et ça, on le sait et il ne le sait pas. Donc, ouais, ça, c'est vraiment du quotidien. Je pense qu'on va arrêter là, vu le temps. Je voulais juste faire une toute petite dernière remarque. Je fais partie d'un réseau qui s'appelle le réseau des vice-présidents Sciences et Sociétés. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'en face de nous, au niveau des politiques,
Il y a très peu de politiques qui sont de formation scientifique. Alors je sais pas, je vais dire n'importe quoi, peut-être 4%, je sais pas, mais en tout cas, et quand on se réunit, on a toutes les peines du monde en fait à avoir des députés face à nous, parce qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça qui s'intéressent à la science, voilà.